Donc, moi je me présente, je suis Fabien Verdier, je suis président du club Conviction. Conviction est un club qui est un lieu d'échange. C'est Jean-Baptiste de Foucault qui a été le président, qui a été commissaire au plan, qui a bossé d'autres en son membre, il y avait plusieurs membres. Vous avez la petite fiche descriptive sur vos sièges ou sur la table là-bas, sur une petite fiche d'identité sur Conviction, ce que l'on fait. En 99, il y a eu 3 clubs qui ont convergé, c'était Convaincre et Île-de-France, Échanger projet et Initiative. Et notre devise de Conviction, c'est tenir la promesse démocratique. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Club Conviction, ou Facebook, ou même sur YouTube. C'est filmé ce soir et ça sera mis sur la chaîne YouTube du Club Conviction. On a déjà fait plusieurs débats, dont un récemment sur les gilets jaunes, les classes moyennes, la France périphérique sur ce sujet-là, parce qu'il nous semble important. Voilà. Je remercie vivement Paloma et Rita d'être présents, pour le mieux voter du projet, de l'objet du jugement majoritaire. On va en parler longuement ce soir. Avec Conviction, on pense qu'il faut inventer de nouvelles règles du jeu, notamment au service du débat démocratique. On a fait une tribune à ce sujet où on plaide pour une démocratie peut-être un peu plus directe. Vous l'avez, hein, c'est tenir la promesse démocratique. En un mot, c'est un peu la devise du club. Tenir la promesse démocratique, c'est-à-dire qu'il faut en permanence revivifier la démocratie, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, pour se développer. L'idée, c'est vraiment de renouveler le débat public et cette culture du débat public. Moi, je suis élu local, je suis élu à Châteaudun en Eure-et-Loire, sous-préfecture, sud de Chartres, et je suis conseiller régional, région Centre-Val-de-Loire par ailleurs, en plus d'être président du club Conviction. Et je donne des cours d'économie à l'IAE notamment aussi. Je vous disais, notre dernier échange, c'est sur les gilets jaunes, les classes moyennes. Je remercie vivement Terra Nova de nous accueillir. Thierry Pêche, le directeur, il ne peut pas être là ce soir, mais il nous accueille. Il a été, avec son prédécesseur, actif dans le jugement majoritaire dès 2011, 2012, avec Romain Prudent et d'autres, donc on peut les remercier. Et l'idée, c'est de continuer à mettre en lumière ce projet et ce système de vote. Alors, je vais présenter nos 2 invités. Rida Laraki, donc, qui est directeur de recherche au CNRS. Bonsoir, entrez, n'hésitez pas. Peut-être laisser la porte ouverte pour que les suivants puissent entrer. Ouais, merci d'être là. Donc on va projeter de ce côté-ci, donc n'hésitez pas à vous mettre plutôt là. Donc, Rita est directeur de recherche au CNRS, ingénieur diplômé de l'école polytechnique, tu m'arrêtes si je me trompe, un docteur en mathématiques de l'université Pierre et Marie Curie, et notamment tu travailles au LAMSAT de Paris-Dauphine, c'est un laboratoire de recherche. Tes travaux de recherche sur la théorie des jeux, le choix social, l'économie théorique. Moi, j'ai fait de théorie des jeux, je suis agrégé d'économisation, j'ai fait le Cachan, mais à mon avis, j'ai pas tant de niveau. Et tu es connu pour le travail sur le jugement majoritaire, qui a été inventé, initié avec toi et Michel Balinski. Et vous avez écrit un livre, Majority Judgment, en 2010-2011, au MIT Press, vous avez ici en anglais. Donc vous avez notamment travaillé sur ce ouvrage. Et tu es cofondateur de l'association Mieux Voter. Et encore une fois, Terra Nova a été un des premiers à soutenir ces travaux du jugement majoritaire et je tiens à le redire ici et encore une fois à les remercier de leur accueil. Paloma Moritz, notre deuxième invitée, tu es journaliste, réalisatrice, tu es spécialiste dans le suivi de la civic tech et de tout ce qui touche aux innovations démocratiques et tu es cofondatrice du collectif Mieux Voter et très active pour cette association. Je profite également pour dire qu'on est sur, bien sûr, on a un site internet conviction.tv que Nicolas Jaouen depuis la Bretagne anime pour le club Conviction. On a aussi fait une tribune pour le peuple dans le cercle Les Échos récemment que vous pouvez lire et que vous pouvez trouver sur notre Twitter ou notre Facebook. Il faudra aussi qu'on parle du préférendum, du Brexit. Je crois que vous avez fait des travaux en ce sens. Oui. Donc, je vous propose que dans le terme de déroulé, Rita explique un petit peu à l'aide des slides le jugement majoritaire. Cette nouvelle théorie du choix social. Paloma, qu'elle nous développe ces points-là également et qu'elle nous parle de Mieux Voter, de l'association et de tout ce que vous faites. Puis on passe à quelques questions et je vous ferai une rapide conclusion. Je ne vais peut-être pas être plus long et je te laisse la parole, Rida, et encore merci à vous d'être présent. Merci pour l'invitation. Donc, je souhaite rendre hommage à mon ami, collègue et co-auteur de ce travail, Michel Balinski, qui nous a quittés il y a 2 mois, suite à une maladie, et qui a consacré une grande partie de sa vie à travailler sur la justice sociale et l'invention de systèmes électoraux. Le jugement majoritaire, c'est une des inventions qu'il a faites, mais on a fait 2 autres, dont le
système biproportionnel qui est utilisé dans plusieurs cantons en Suisse. Ce n'est pas le jugement majoritaire, mais c'est un système qui est très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous donner une référence. Pour dire que c'est un exemple qui a, je crois, marqué pour longtemps l'histoire du vote et du choix social. Donc, je vais essayer d'être bref. Je vais rappeler, marquer quelques éléments de motivation, pourquoi des problèmes qui minent un petit peu la démocratie actuelle, en particulier en France. Ce n'est pas seulement la France, il y a d'autres pays qui ont les mêmes problèmes. Puis, je vais faire un bref résumé de la théorie du choix social que je vais appeler classique. Puis pourquoi il faut aller au-delà de la théorie du choix social et donc l'idée du jugement majoritaire qui nous a été inspiré avec Michel des travaux sur le jugement des vins. Donc nous avons participé à une expérience en 2002 d'un autre système de vote qui s'appelle le vote par assentiment. Et il a été écrit plusieurs articles pour la science sur le vote, et un spécialiste du vin nous a contactés. Il a envoyé à Michel son livre sur comment classer les vins, qui s'appelle Jacques Blouin, Le goût du vin, ça s'appelle le livre, et Michel m'a donné le livre, je venais d'entrer au CNRS, il m'avait dit, toi qui veux travailler avec moi tant et qui n'arrête pas de me suivre partout, tiens, lis ce livre et peut-être on pourra travailler ensemble. Donc en lisant ce livre, l'inspiration est arrivée immédiatement qu'il faut changer complètement de mode de scrutin. Donc si vous ne savez pas comment classer les vins, dans les vins, c'est un problème multicritère, disons, où chaque électeur, chaque juge doit juger chaque caractéristique du vin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il doit juger en cochant une case dans une matrice avec d'un côté les caractéristiques du vin, de l'autre côté les mentions, excellent, très bien, très bon, mauvais. Et donc c'est ça qui nous a mis un peu la puce à l'oreille en se disant mais ce genre de méthode n'existe pas en choix social. Et ce n'est pas les méthodes qu'on a nous étudiants dans les livres de choix social, et donc en les étudiant, et en étudiant d'autres méthodes, en particulier comment font des patinoires artistiques, comment font d'autres applications, la gymnastique, la musique. Donc ça, nous avons, si vous êtes intéressé, dans le livre, le chapitre 7, une liste d'applications qui demandent aux électeurs d'utiliser des choses proches de ce qu'on va proposer au jugement majoritaire. Donc l'idée du jugement majoritaire elle était déjà présente dans la pratique, il fallait juste la mettre en équation et trouver une méthode qui est proche de méthodes qui ont été utilisées déjà dans la pratique. Donc les problèmes. À quoi sert une élection? Donc je le dis, une élection va servir à mesurer la température, les opinions des électeurs sur ce qu'ils pensent de chacun des candidats, et après agréger ces choix-là pour arriver à un candidat consensuel. Évidemment, les gens ne vont pas être tous contents parce qu'on ne va pas élire la personne que tout le monde préfère, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui est la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Donc nous allons essayer d'agréger les opinions en trouvant une façon de permettre aux gens de s'exprimer, et de cette façon-là, on va prendre une décision. Actuellement en France ou dans le monde, ce qu'on demande aux gens, c'est souvent de choisir un candidat parmi plusieurs, et ça s'arrête là. Et après, à partir de là, on essaie de prendre une décision. Donc par exemple en France, scrutin majoritaire à deux tours, on demande de voter pour un candidat au premier tour, et après, il reste deux candidats, et on choisit le moins des pires au second tour. Donc le problème avec ça, c'est qu'en forçant l'électeur de choisir un candidat, les opinions des électeurs, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils voudraient peut-être soutenir plusieurs candidats, parce que, imaginez les élections européennes, où les gens de gauche qui aiment bien peut-être les socialistes, ils aiment bien aussi Mélenchon, ils aiment bien aussi les Verts, et ils doivent choisir une liste. Il peut apprécier peu de candidats pour qui il a voté. Par exemple, le second tour de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient ni l'un ni l'autre, ils se déforçaient à voter pour l'un ou l'autre ou ne pas voter. Voter utilement, c'est ce qui est arrivé depuis 2002, l'accident que je vais montrer l'exemple, mais à partir de 2002, les gens ont commencé à voter beaucoup plus utilement, stratégiquement qu'avant, au premier tour de l'élection présidentielle, ou voter contre les candidats qui sont là, même si on n'aime personne. Et ce qui est problématique, c'est qu'on rajoute toutes ces voies-là, et on dit voilà, 1 plus 1 plus 1, 1 cm plus 1 km plus 1 mètre égale à 3. C'est un peu ce qu'on fait maintenant dans les élections actuellement. Donc il y a un risque de se tromper, et je vais montrer un exemple
qui est l'illustration de ce qui se passe. C'était le jour où je faisais une expérience avec mes collègues à Orsay. On sort et on découvre les résultats du premier tour d'élection 2002 avec l'élimination de Lionel Jospin, qui était un drame national français. Et quand on voit ici la liste des candidats, nous avons 16 candidats, parce qu'on n'était pas un candidat dans cette élection. Donc après, avec 16 candidats, on voit qu'il y a une grosse dispersion des voix de gauche. Il y a 11 candidats de gauche ici, avec Lionel Jospin, et plusieurs de ces candidats étaient des ministres de Jospin, comme Noël Mamère par exemple, comme Jean-Pierre Chevènement qui avait démissionné entre-temps, mais il était ministre de Jospin, comme Christiane Taubira et Robert Rue, par exemple. La dispersion des voix de gauche vont éliminer Jospin du premier tour, et si Le Pen était vraiment un candidat, le meilleur second candidat, on devrait avoir une confrontation, disons, qui implique un score raisonnable pour Le Pen. Qu'est-ce qui se passe entre le premier et le second tour? On a 80% de participation et un score soviétique de Chirac contre Le Pen qui n'est pas, qui est rejoint dans 1 plus 1 plus 1 égale 3. 82% de Chirac, c'était loin d'être 82% de plébiscite pour Chirac. D'ailleurs, Chirac, qui a été 2 fois président et 4 fois candidat, son meilleur score a été 20, quelques epsilon % sur les 4 fois où il a été candidat. Donc vous voyez qu'on peut élire quelqu'un avec 20% des voix comme président de la République. Et imaginez que Chevènement n'avait pas été candidat ou Taubira n'avait pas été candidate. Très certainement, Jospin aurait été au second tour et on ne sait pas qui aurait gagné, mais beaucoup de sondages, et vous pouvez on les rapporte dans le livre, on a beaucoup de sondages montré, en tout cas donné Jospin gagnant, avec peut-être 51 ou 52%, mais c'était souvent le candidat qui sortait gagnant. Et si Charles Pasqua, par exemple, avait été candidat, ce qu'il aurait pu, parce qu'il avait les 500 signatures, on aurait pu avoir Charles Pasqua qui fait 5% comme Chevènement, 2 mois pour Chirac, et donc Chirac n'aurait pas été au second tour, mais n'aurait eu Jospin Le Pen. Donc vous voyez que ici, ce qu'on appelle le paradoxe d'Arro, qui est le problème numéro 1 peut-être de ce qui se passe actuellement dans le monde, en rajoutant un candidat mineur, on change le gagnant et ça pose problème majeur. Parce que maintenant, les partis politiques sont obligés de faire des primaires avant l'élection pour choisir le candidat, ils essaient de se rassembler, souvent ils ne se mettent pas d'accord, ils vont disperser et ça finit toujours par avoir des résultats qui peuvent changer complètement si on retire un des candidats, on rajoute un autre candidat. Et en 2017, dernière élection, c'est le deuxième problème, c'est le problème des votes blancs, on va le voir ici. Déjà, on peut voir qu'il y a 4 candidats qui ont à peu près le même score, qui ne sont pas très loin les uns des autres. Et si on avait par exemple retiré un candidat comment il s'appelle, Benoît Hamon, peut-être Mélenchon aurait été au second tour. Donc on change le second tour juste en retirant un candidat qui n'était pas parmi les 4 premiers. Ça, c'est encore le paradoxe d'Arro. Et on voit ici qu'il y a 1 million de personnes qui, malgré les 12 candidats qui représentaient un peu toutes les opinions, ils ont jugé qu'aucun n'était valide ou valable. Ils ont voté blanc ou invalide. Et ce chiffre a quadruplé au second tour. On voit le nombre de votes blancs ou nuls. Donc 4 millions de personnes sont allées voter au second tour. Ils avaient le choix entre Le Pen et Mélenchon, quand même 2 choix radicalement différents. Ils ont préféré s'abstenir. Là, on voit le problème de l'expression qui se manifeste. Parce que ces gens-là, toutes les méthodes de vote qui choisissent de voter pour l'un et pour l'autre, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'ils préfèrent légèrement Macron à Le Pen, peut-être qu'ils pensent que Macron est insuffisant, Le Pen est à rejeter, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Donc c'est absolument important de leur permettre de s'exprimer. Et donc le juge législateur va leur permettre d'exprimer cette préférence. Maintenant, que faire? L'idée de permettre aux électeurs de mieux s'exprimer est vieille. Elle a été notée à la Révolution française par le marquis de Condorcet, chevalier de Borda. Pour qu'une forme d'élection soit bonne, il faut qu'elle donne aux électeurs le moyen de se prononcer sur le mérite de chaque sujet comparé successivement au mérite des autres. Et la même idée exprimée par Condorcet.
Donc ces deux mathématiciens de l'Académie des sciences, ils ont commencé il y a plus de 200 ans déjà à réfléchir sur les lots de scrutin et proposer des solutions. Et voilà, je reprends un exemple de Borda qui était transformé en pourcentage, il était donné avec des nombres entiers. Donc c'est l'exemple suivant. Là, maintenant, imaginons maintenant que les électeurs, au lieu de voter pour un candidat, ou en tout cas, imaginons qu'il y a 3 candidats A, B et C, et là c'est ce que pensent les électeurs du candidat selon les termes de Borda. 5% vont penser que A est premier, C est second, B est dernier. 34% vont penser que A doit être premier, B second, C dernier. Donc là, ça peut être aussi un bulletin de vote, comme en Australie. En Australie, ils placent les candidats du premier au dernier. Donc ils appliquent des méthodes qui ressemblent à ça. On va demander aux électeurs de classer les candidats. Donc là, c'est un classement d'électeurs. Maintenant, imaginons que les électeurs vont voter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Donc imaginons il y a un premier tour et que les électeurs se prononcent pour vote cœur au premier tour, il n'y a qu'un tour. Et donc qu'est-ce qui va se passer? A va être élu parce qu'il aura 39% des voix. Ça c'est en appliqué un scrutin juste à un tour comme en Angleterre. En Angleterre, pour élire les députés, il n'y a qu'un tour. Celui qui a le plus de voix, il est élu. Mais en France, on aime bien les systèmes à 2 tours. On élimine celui qui a le moins de voix, ici B, et donc le gagnant va être C. On aura C contre A, et C va gagner largement contre A avec 61%. On voit bien que celui A est arrivé premier, bien sûr, mais il est dernier chez les autres qui n'ont pas voté pour lui. Donc ça, c'est la première idée. Donc on peut voir quelqu'un qui est élu, qui arrive premier, mais qui n'est pas forcément aimé des autres. Donc par exemple, Le Pen peut arriver première avec 25%, mais 75% des gens ne vont peut-être pas être la classée en premier. Mais B, ici, dans cette élection, va être meilleur que A, et B va être meilleur que C dans le sens des comparaisons de la 2 à la majorité. Donc B va battre A largement, B va battre C largement. Et Borda, avec la méthode de Borda, dans cet exemple, il va pouvoir être élu. Donc, je prends un autre exemple. Donc, B, il est appelé le gagnant de Condorcet, parce que c'est celui qui gagne contre tout autre candidat en face à face. Donc, si on prend cet exemple, Borda il a dit ok, on va appliquer une méthode de vote, il a inventé une méthode de vote. Je vais donner une façon de la calculer, mais il y a différentes façons de la calculer. Une façon de la calculer, c'est de calculer la matrice des face à face. Quel est le score de A contre B? Il y a 35% ici qui préfèrent A à B, plus 22% qui préfèrent A à B, et c'est tout. Et donc on aura 30. Non, il y a d'autres encore que je n'ai pas mis. Et les 14% ici qui préfèrent A à B. Donc ça va nous donner 51%. Et on va calculer aussi combien ferait A contre C. On va trouver 73%. Et maintenant, on va calculer le score moyen qu'aurait A contre les autres candidats. Donc là, A contre B, c'est 51, A contre C, 73. Divisé par 2 parce qu'on a fait 2 scores, et donc ça nous fait 62% comme score moyen de A contre les autres candidats, et on fait la même chose pour B et pour C, et ça nous donne que B, dans cet exemple, va être le gagnant de Borda. Okay. Vous pouvez remarquer ici que B, qui est le gagnant de Borda, il perd contre A à la majorité. Donc dans cet exemple, ce n'est pas le gagnant de Condorcet qui est A qui gagne, mais c'est B. Donc Borda et Condorcet ne coïncident pas. Là, on a 2 méthodes de vote qui donnent deux résultats différents. Et si A n'est pas candidat, si C n'est pas candidat, on aura A contre B et A gagne contre B. Donc là, on voit que la méthode de Borda va admettre le paradoxe d'Arrow. Retirer un candidat qui n'est pas gagnant va changer le gagnant. Donc ici, on peut après dire, bon, maintenant, le gagnant de Condorcet dans cet exemple, c'est A. C'est celui qui bat tous les autres candidats. Donc si un candidat bat tous les autres candidats, il va rester, il va battre tous les autres candidats, même si on supprime les autres candidats. Donc ça s'appelle le gagnant de Condorcet. Il a des propriétés, mais le souci avec le gagnant de Condorcet, c'est qu'il ne peut ne pas exister. Ça c'est le premier paradoxe du vote qui a été découvert par Condorcet. Et avec un exemple comme celui-là par exemple, on peut calculer que A pourrait battre B à la majorité large, 71%, A contre B. Là c'est A contre B, A contre B, A contre B, tous ces gens-là préfèrent A à B, après tous ces gens-là vont préférer B à C, et tous ces gens, et tous les autres vont préférer C à A, mais si on fait les calculs, on va trouver que personne ne gagne les face à face, A contre B, B contre C, C contre A, donc ça s'appelle un cycle de Condorcet, premier paradoxe du vote. Vient Kenetaro,
qui a dit, bon, essayons de trouver une solution en cherchant les bonnes propriétés qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est une approche axiomatique du choix social. Donc Kenneth-Arrow, c'est vraiment peut-être un des économistes les plus importants du XXe siècle, qui est décédé aussi l'année dernière et qui a vraiment influencé beaucoup l'économie, non seulement les choix sociaux, mais l'économie en général. Il a eu le prix Nobel dans les années 70 grâce à ses travaux sur l'équilibre général et aussi sur les choix sociaux. Donc Kenneth-Arrow, il a dit, ok, je vais chercher une méthode qui va traiter les électeurs et les candidats d'une façon égale, qui va satisfaire le principe de Pareto, c'est-à-dire si un candidat est préféré par tous les électeurs, il gagne, et qui évite le paradoxe de Condorcet, dans le sens où il existe toujours un gagnant. Génétiquement, il existe toujours un gagnant. Je le donne de cette façon-là parce que c'est plus facile. En gros, à part équivaut, il existe toujours un gagnant. Ça peut arriver que deux candidats sont exactement à 50%, imaginons qu'on fait un deuxième tour. C'est rare, mais ça n'arrive jamais. Donc, presque tout le temps, il y a toujours un gagnant. Et qui va éviter le paradoxe d'Arrow, dans le sens où retirer un candidat gagnant ne change pas l'équation. Donc il a démontré une sorte de théorème dévastateur en disant qu'il n'y a aucune méthode qui est basée sur les ordres de préférence. C'est important de noter ça parce qu'on va chaque fois interpréter Arrow comme étant il n'existe pas de mode de scrutin idéal, il n'existe pas de mode de scrutin qui agrège les ordres de préférence et qui satisfait ces axiomes-là. Les ordres de préférence étant les électeurs, leur butin de vote, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième qu'on vient de voir. C'est ça le théorème d'Arrow, et donc il y a une façon de résoudre le théorème d'Arrow, c'est de changer le butin de vote et de permettre quelque chose d'autre, et c'est ce qu'on va faire avec le jugement majoritaire. Donc ce travail, il a commencé après la lecture du vin, de livre sur les vins, avec Michel en 2002. On a travaillé pendant 4 ans à peu près, en secret, total. Même quand on imprimait, on pourrait chercher les choses qu'on a imprimées pour éviter que n'importe qui tombe sur nos documents, parce qu'on voulait d'abord avancer le maximum la théorie avant de la rendre publique la première fois en 2006. C'était à la conférence du choix social à Istanbul, Michel est revenu à la conférence, moi j'ai parlé après. Et après, il y a eu le PNAS, on a fait un... Merci, bonsoir, merci. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre devant au premier rang, pas de problème. Si vous voulez mieux entendre, Après, il y a eu on a créé un article, la President National Academy of Science aux États-Unis, pour tamponner les résultats qu'on avait. Après sont arrivées des critiques et plein d'autres choses. Après, on a pris le temps pour répondre à toutes les critiques et faire des expériences. À partir de 2007, on a fait une expérience à Orsay. On avait fait la même expérience en 2002 sur les préparations ciment. Comme ça, on a des données à peu près comparables. Et puis, on a fait plein d'autres expériences. Et donc, notre livre est sorti à l'United Press en fin 2010, début 2011. Donc on a essayé de résumer tous les progrès qu'on avait. Donc ça a pris presque 9 ans, de 2002 à 2011, avant que tout soit fait. Bon, après on a continué à travailler dessus évidemment, mais l'essentiel est dans le livre qui est devant vous. Donc c'est ce livre-là. Maintenant, entre-temps, il y a eu des gens qui se sont intéressés à la région majoritaire. Donc je vais revenir sur ça. Donc en gros, le jugement majoritaire va vous dire, il va permettre aux électeurs d'exprimer plus en définissant quelque chose qui est simple. Si vous voulez mesurer la température, vous allez définir le thermomètre avec l'échelle Celsius et tout ça. Vous allez mesurer la distance avec des mètres. Là, il faut pareil, il faut avoir ce qu'on appelle un langage commun, qui est une échelle d'évaluation. Donc, dans le livre, on étudie les échelles numériques, tout ce que vous voulez, mais notre recommandation, c'est d'avoir une échelle verbale, une échelle avec un langage simple. On a choisi les mentions du baccalauréat, donc, parce que les gens les utilisent souvent à l'école. Donc l'école, c'est un important facteur, on va dire, de diffusion du savoir, et en particulier, on apprend à être évalué, et donc on s'est dit que c'était la bonne façon de faire. Donc très bien, assez bien, passage d'un suffisant à ou excellent, c'est bien, donc on parle d'excellent. On a fait les deux, on a expérimenté en 2007 avec sans excellent, et en 2011-12, on a fait avec excellent pour voir un peu ce que ça change. Et après, on fait comme font, donc c'est inspiré, tout ce qu'on fait c'est inspiré par le vin, le patinage artistique, la gymnastique, où les gens évaluent dans une échelle. Et après, qu'est-ce qu'on démontre? Si on replace dans le théorème d'Arrow, on autorise maintenant les gens à s'exprimer avec des mentions au lieu d'exprimer avec des classements, on a une infinité de méthodes, okay,
qui vont satisfaire les actions. Pas une, pas zéro, mais une infinité. Je vous donne un exemple simple. Donnez à très bien 7 points, à bien 6 points, à assez bien 2 points, à passable moins 1, à insuffisant moins 3, à rejeter moins 50. Donc vous changez les numéros, vous donnez 1, 1, 1 jusqu'à assez bien et 0 après. Vous donnez 1 jusqu'à passable et 0 après. Donc ça c'est une forme d'approval voting ou de vote par assentiment. Mais bien sûr il y a plusieurs niveaux dépendant où est-ce que vous allez commencer à couper. Donc ça c'est toutes les méthodes que vous pouvez utiliser et qui vont satisfaire les actions de base. Et parmi cette infinité, donc que faire, comment faire pour distinguer? Nous on dit, et nous on a plusieurs façons de le démontrer, que le jugement majoritaire c'est le moins manipulable de toutes les méthodes qui sont dans cette infinité. Donc c'est la raison pour laquelle il faut l'utiliser. Pourquoi la manipulation c'est très important? Parce que, allez en Australie, il y a des gens qui sont devant les bureaux de vote, qui vont distribuer comment voter pour manipuler le système. Donc il y a toujours des gens qui sont motivés, qui vont penser que quelqu'un est assez bien ou bien, mais ils vont lui donner très bien pour le favoriser peut-être, et ils vont essayer de donner à rejeter à quelqu'un qui pense qu'il est passable ou insuffisant. Donc nous on veut que ça nous compte, ça soit minimisé le maximum. Ça marche aussi sur les villes, tu dis, sur... Vous pouvez regarder dans le livre, dans le classement des villes, ils ont défini des échelles pour classer les villes et tout ça, et donc ils vont... je n'ai pas dit que ça marche sur les villes, pour classer des villes, on fait une échelle de 0 à 10, où on va dire 10, par exemple, le climat, comment c'est, je ne sais pas, la pollution, est-ce que c'est bien de vivre ou là, et les gens répondent avec un questionnaire, ils cochent avec des évaluations, après on essaie d'agréger ça pour essayer de classer les villes. Mais on évalue dans une échelle, ce que les sondeurs font ça tous les jours, ils posent une question, il y a une échelle, et après les gens s'expriment. Donc c'est pas nouveau de faire ça. Ce qui est nouveau, c'est d'étudier mathématiquement et caractériser une méthode qui va permettre de faire l'évaluation d'une façon adéquate. Donc maintenant, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer les jugements majoritaires par des dessins, et là c'est une bande dessinée qui a été faite par quelqu'un qui a créé une entreprise où ils vendent le logiciel du jugement majoritaire à des gens qui sont intéressés, et sa femme qui est dessinatrice, elle a illustré le jugement majoritaire par une BD. Là je vais l'expliquer rapidement par une BD, puis après je vais faire les calculs. Donc donc il faut poser une question, il y a le langage, et puis il y a les candidats, et les électeurs, comment ils vont faire? Ils vont cocher pour chaque candidat ce qu'il pense, est-ce qu'il est à rejeter, est-ce qu'il est ici c'est assez bien, et là c'est excellent. Puis après, on évalue chaque... et on peut donner la même mention à plusieurs candidats. Donc typiquement, quand on a fait les élections, il y avait des électeurs qui sont venus qui ont rejeté tous les candidats. Et ça, on voit ça assez souvent, c'est pas beaucoup d'électeurs, mais quand même. Je crois que les gens qui votent blanc ou nul, souvent, peut-être ils rejettent juste tous les candidats. Après, on définit ce qu'on appelle le profil des mérites. Donc le terrain nous dit le classement, si on veut éviter le paradoxe d'Arrow et de Condorcet, doit dépendre seulement du profil de mérite. Le profil de mérite, c'est juste on liste les mentions de la pire au meilleur. Là, c'est tous ces gens, ça c'est tous les gens qui ont voté à rejeter, plus après il y a les passables, les assez bien, les très bien, les excellents. Okay. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la mention majoritaire, qui est la mention pile au milieu. La moitié des gens donnent cette mention au moins, la moitié des gens donnent cette mention au plus. Okay. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va attribuer. Donc, pourquoi c'est la mention majoritaire? Là, c'est la majorité. Une majorité large donne cette mention au plus, une majorité large donne cette mention au moins. Donc là, c'est la mention, ici, donc ça c'est bien. La majorité donne bien ou moins, la majorité donne moins ou plus. Okay. Donc après, on appelle ça la mention majoritaire, c'est la médiane en mathématiques. Donc la médiane, la mention majoritaire. Donc on n'appelle pas ça la médiane, pourquoi? D'abord, parce que vu qu'on fait du vote, donc on pense que la mention majoritaire les gens tout de suite ils se projettent dans le vote, il y a la notion de majorité de l'évaluation qui est derrière. Deuxièmement, la médiane n'est pas définie quand on a un nombre pair. Et troisièmement, les gens, quand ils entendent la médiane, ils confondent avec la moyenne assez souvent, et même Macron, une fois, il s'est trompé entre la médiane et la moyenne. Donc c'est mieux de la mention majoritaire, après les gens ils disent c'est quoi, et après on leur explique c'est quoi. Deuxièmement, on va classer les gens. Oui. Donc ça c'est la.
Oui. Et encore, ouais. À rejeter, c'était à gauche. Hein. Oui, oui, ça c'est à rejeter, passable. Moi, en tant qu'élu local, ce qu'on constate, avant dans les petites Oui, communes, oui. ça y est, on pouvait rayer des noms. Et tu l'as dit, les citoyens aiment bien faire ça. Et moi, je les entends sur le marché, ils appellent ça le tir au pigeon en fait. Et ils aiment bien parce que ça rejoint votre thèse sur le jugement majoritaire, ils aiment bien exprimer des préférences. Et moi, dans mes petites communes en Eure-et-Loire, à Civry ou ailleurs, il y en a qui m'expliquaient, j'en ai rayé un paquet. Maintenant, on ne peut plus parce que dans les communes de 200-300 habitants, il y a plus, c'est aussi au scrutin majoritaire et c'est plus où tu rayes des noms. Donc voilà, donc ça c'est le. Maintenant c'est facile, on va seulement regarder plusieurs candidats, on regarde la mention majoritaire. Et ici, on va trouver que le premier candidat il est bien, celui-là il est assez bien, celui-là il est passable, et donc ils vont être classés selon leur mention majoritaire. Maintenant, quelqu'un va dire oui, mais ça peut arriver que deux candidats aient la même mention majoritaire, comme dans cet exemple. Là, ils sont tous les deux passables. Alors comment on fait? On va regarder les gens qui sont en désaccord avec la mention majoritaire, et on va regarder leur nombre. Et là où est le plus grand nombre, ici le plus grand nombre est de ce côté-là, c'est du côté négatif pour ce candidat, donc celui-là il est meilleur que celui-là. Donc on regarde le nombre de personnes en désaccord et le plus grand nombre décide. Okay, donc c'est très facile avec des figures, donc quand on fait les équations ça paraît compliqué, mais avec une figure extrêmement simple. Donc maintenant je vais donner un exemple ça c'est un bulletin de vote 2012. Pour l'élection 2012, donc là, le jugement majoritaire, c'est comme dans les sondages. Et donc ça n'a jamais été observé dans le choix social, je suis un peu étonné de ça. Il faut poser une question. Généralement, au choix social, on évite de poser des questions, il n'y a pas de question, c'est comme si la question était connue. Donc, il faut poser une question à laquelle les gens répondent. Alors, quelle est la question? Pourquoi on va voter? Donc ici, ça sera, par exemple, nous avons imaginé cette question, qui serait donc pour présider la France, ayant pris tous les éléments en compte, je juge en conscience que ce candidat serait. Donc ça c'est une question que nous avons fabriquée, Michel et moi. Donc peut-être le jour où il va y avoir les jugements majoritaires utilisés en France, il va y avoir un comité des sages qui va décider, et le langage qu'on va utiliser, la question posée, mais ces deux paramètres sont importants. Quelle est la question à laquelle les gens doivent répondre? C'est important. Et deuxièmement, quel est le langage utilisé? Mais on pense que ce langage est tout à fait adapté pour une élection présidentielle. Donc ça c'est excellent, très bien, assez bien, passable, insuffisant à rejeter. On a cette mention. Les études en psychologie, donc George Miller, qui a travaillé sur ça dans d'autres contextes, dans les années 50, il a montré dans plein d'exemples que 7 plus ou moins 2, donc c'est un article très connu que vous allez trouver sur l'internet, 7 plus ou moins 2, c'était un bon compromis, un bon chiffre. Donc nous on a testé 6, on a testé 7, et on a des évidences comme quoi c'était 6-7, c'était pas mal. Donc là, on a les candidats dans l'ordre officiel. Moi, je dirais, si on utilise le jugement majoritaire, même si ça ne devrait pas compter, mais la façon dont ils sont présentés peut peut-être compter. Donc moi, je mettrais les bulletins, je les mettrais à random dans les bulletins. Donc les bulletins que les candidats vont utiliser, l'ordre ici est random. Il n'est pas déterminé en avance. En Australie, on a remarqué que les gens, quand il fallait beaucoup de gens, ils mettaient 1, 2, 3, 4, 5, ils votaient comme ça. Ils mettaient le premier, le deuxième, le troisième. Et donc quand quelqu'un vu qu'on mettait par ordre alphabétique, ceux qui avaient des noms qui commençaient par A, ils avaient tendance à être plus élus que les autres, juste à cause de ça. Donc il y a des choses qui arrivent, qui sont irrationnelles et qui peuvent arriver, donc il faut les prendre en compte. C'est pas mon travail, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc il y a d'autres choses sur lesquelles on peut discuter. On est d'accord, ça fonctionnerait pour une élection de députés? Oui. Pour les 577 députés, oui. Pour l'élection du maire? Oui. Donc chaque fois qu'il faut élire une personne, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Pour élire une assemblée avec une proportionnelle, c'est autre chose. Et donc on va parler de ça si vous voulez plus tard. Ok. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle la profil de mérite. Un candidat, c'est une distribution. Là c'est inversé par rapport à tout à l'heure. On commence par le positif, on finit par le négatif. Moi, je pense qu'il c'est mieux de commencer par le positif et finir par le négatif plutôt que l'inverse. Donc maintenant, ça c'est Terra Nova est là. J'ai fait exprès de mettre ça ce sondage. Donc c'est un sondage qui a été commandé par Terra Nova et effectué par OpinionWay sur quelques jours avant l'élection présidentielle. Et donc vous avez les candidats avec ce que les gens pensent de chacun d'eux. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que chaque candidat il a le même nombre de votes que les autres. Ce n'est pas juste 13% des gens votés pour lui, on ne sait pas ce qu'ils pensent de lui et on ne sait pas ce que pensent les autres. Chaque candidat a 100% des voix, mais ce n'est pas les mêmes.
48 pensent qu'il est excellent et 14, 24 pensent qu'il est rejeté. Ce qui est intéressant avec Hollande, c'est que c'est à peu près la distribution uniforme. Donc j'aime bien ça avec M. Synthèse. Donc même sa distribution est presque uniforme. Sarkozy, il est très rejeté en 2012. Il était moins rejeté en 2007 quand on a fait quelque chose de similaire. Et il avait beaucoup plus d'excellents à l'époque, ou de très bien, que cette élection. Mais ça reste un candidat qui est plus polarisant que les autres. Et Marine Le Pen, elle a 47% de rejet dans ses sondages. Son père, en 2007, il avait 75%. Donc il y a quand même une différence fondamentale entre Marine Le Pen et son père quand on compare les résultats. Donc maintenant, comment on calcule la mention majoritaire de chaque candidat? Donc ici, c'est assez bien pour Hollande, parce que la majorité pense qu'il est assez bien en plus, la majorité pense qu'il est assez bien en moins, donc on fait la somme de là jusque-là, on arrive à 50%, plus que 50%. Là, c'est strictement moins que 50%, donc c'est facile à calculer la mention majoritaire. Après, on calcule la jauge majoritaire. Comment on la calcule? On regarde des gens en désaccord avec la mention majoritaire. Donc on regarde la somme des gens qui sont strictement plus que la mention majoritaire, et c'est assez bien, et combien de gens sont strictement moins que la mention majoritaire, et on regarde où ça penche, du côté positif ou négatif, et le poids de ça, c'est ce que j'ai montré dans le schéma tout à l'heure, qui va compter. Donc ici, c'est plus 45%, donc il y a plus de gens du côté positif. Donc quand je compare les 4 membres, je sais déjà que pour Hollande, c'est du côté positif. Donc il suffit que je me concentre sur le côté positif de Hollande, et donc maintenant, je peux faire mon classement. Hollande, Bayrou. Dans ce sondage, ce qu'on trouve, c'est que Bayrou, qui était 5e, qui a eu 9% des voix au premier tour, ou 9-10%, en fait, avec les gens majoritaires, il remonte à la deuxième place. Okay. Sarkozy, qui était 5e, 2e, il descend. Il a la mention passable, à égalité avec Mélenchon. Et Le Pen, qui était 3e avec 17% des voix, était insuffisant, pas parce que le jeu majoritaire est contre elle, c'est parce qu'on a demandé aux gens ce qu'ils pensent d'elle, tous les gens, et il se trouve qu'il y a 47% des gens qui la rejettent, et seulement une majorité qui pense qu'elle est mieux qu'insuffisante, donc mécaniquement elle descend. Voilà, donc je peux m'arrêter là, je peux continuer un peu, c'est ce qu'on voulait, peut-être que je passe la main à Parlement, et s'il y a des questions, je montre le slide. Parce qu'il y a un temps limité, j'ai un peu trop parlé, peut-être. C'est très bien. C'est parfait. Je suis dans les temps. Okay. D'accord. Alors, pour reprendre à partir de là, l'idée ensuite, après toutes ces expérimentations, il y a eu une expérimentation au CNRS qui avait été commandée par la primaire.org, Dauphine et le CNRS avec 53 000 votants en ligne. Donc là, c'était pas en sortie d'urne, mais c'était en ligne avec 53 000 votants. Et en fait, auparavant, il y avait eu la plus grande expérimentation qu'il y avait eu avant, c'était la primaire.org. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en fait, c'est une primaire citoyenne pour désigner un candidat à la présidentielle. C'était Charlotte Marchandise qui avait été désignée et le vote avait été fait au jugement majoritaire par 35 000 personnes, et les deux fondateurs en fait avaient contacté Rida Laraki en disant voilà, vous avez inventé le mode de scrutin le plus représentatif de la volonté des électeurs, et nous on est une innovation démocratique, on a envie de porter ça. Il se trouve qu'en fait, donc, comme le disait Fabien, je suis journaliste, et donc je faisais un documentaire sur cette primaire, et je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait un 52 minutes où j'ai suivi vraiment les coulisses de cette primaire, et ensuite la campagne de Charlotte Marchandise, et je me suis rendu compte, déjà en découvrant ce mode de scrutin, j'ai été intriguée, et ensuite je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui parlait beaucoup, et que l'avantage, comme vous pouvez le voir, du jugement majoritaire, c'est qu'il y a un double effet, c'est-à-dire qu'à la fois il permet de mettre la lumière sur les problèmes en fait, de notre mode de scrutin et des règles du jeu actuel, et à la fois il propose une solution à ces problèmes-là, ce qui est quand même plutôt avantageux. Et donc on a décidé en fait ensuite, après moi j'ai refait un reportage sur le jugement majoritaire, donc je suis allée rencontrer Rida, on a beaucoup discuté des avantages du jugement majoritaire, etc. Et ensuite dans la foulée, on a décidé de créer un collectif qui s'appelle Mieux Voter, qui a été cofondé par Rida, Chloé Ridel qui est haut fonctionnaire, et moi-même. Et l'idée c'était vraiment en fait d'agréger toutes les personnes qui défendent le jugement majoritaire depuis des années, mais qui le faisaient un petit peu chacune dans leur coin, et donc qui avaient du mal à avoir de l'impact, qui avaient du mal à avoir une voix dans l'opinion publique, parce que voilà, c'est quand même difficile, et en général, déjà quand on commence à défendre le jugement majoritaire, les gens vont toujours aller chercher des défauts dans le jugement majoritaire plutôt que de voir les défauts qu'il y a dans le mode de scrutin actuel. Donc il
qui a aussi une grande résistance au changement. Et c'est normal, enfin, on va dire, le scrutin majoritaire est utilisé, on l'utilise depuis l'élection de nos délégués de classe au collège, donc voilà, on a l'habitude en fait de voter avec cette tirage du nombre et avec ces règles du jeu-là. Donc notre idée avec le collectif Mieux Voter, donc on s'est créé en janvier 2018, donc il y a un peu plus d'1 an. Et l'idée c'était donc d'agréger toutes ces personnes qui défendaient le jugement majoritaire, à la fois donc, pour montrer les problèmes du mode de scrutin actuel, donc créer aussi une prise de conscience là-dessus dans l'opinion publique, mais aussi pour montrer comment en fait le jugement majoritaire pouvait être une solution par rapport à ces problèmes du mode de scrutin actuel, et aussi l'infinité d'applications que peut avoir le jugement majoritaire. Parce que là, on a pris exclusivement des exemples qui étaient liés à la présidentielle, mais en réalité, le jugement majoritaire a une infinité d'applications. Ça peut aller justement des élections de délégués de classe, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, mais aussi pour choisir des maîtres de conférence, pour prendre des décisions en commun, c'est pas que pour élire un candidat. Et à chaque fois, l'idée c'est justement de permettre de prendre en compte la complexité des opinions, de nuancer aussi les opinions et d'avoir une photographie de l'opinion, à la fois sur justement une décision qu'on a à prendre ensemble, mais aussi voilà, pour désigner dans une association un président, un coprésident, etc. Et donc, depuis la création du collectif Mieux Voter, on a quand même réussi à faire grandir l'idée dans l'opinion publique. Alors évidemment, tout le monde n'est pas au courant du jugement majoritaire, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui connaissent ce mode de scrutin et qui ont amorcé une réflexion. On l'espère grâce au collectif et à nos actions. Et donc, pour faire un petit peu un rapide panorama, en fait, on a sorti plusieurs tribunes. La première tribune en fait, qu'on a sortie, c'était il y a près d'1 an, dans Libération, qui s'appelait l'urgence de mieux voter. Donc, on expliquait à la fois les défauts du mode de scrutin actuel et la pertinence du jugement majoritaire. Et ensuite, on en a sorti une autre sur Parcoursup, donc pour montrer aussi justement que le jugement majoritaire pouvait être applicable dans ce cas-là. Et récemment, dans Le Monde, c'est une série qui inaugurait Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait Mon idée pour la France, qui a commencé il y a à peu près 2 mois, 1 mois et demi, qui est assez intéressante. Et donc notre idée, c'était le préférendum. Donc l'idée derrière cela, c'est de se dire qu'en fait, on sort de la logique binaire du référendum, mais on propose un préférendum, donc un référendum à choix multiples, et la possibilité d'évaluer plusieurs options soumises au vote à l'aide des mentions prévues par le jugement majoritaire. Donc par exemple, sur un cas qui a fait polémique récemment dans l'actualité, sur la question de la taxe sur les carburants, plutôt que de demander à la population si elle est pour ou contre une taxe sur les carburants, on va mettre au vote plusieurs options. Donc par exemple, est-ce qu'on est pour, comment on évalue le fait de taxer les carburants sur seulement les voitures? Est-ce qu'on est pour, comment est-ce qu'on évaluerait le fait d'avoir une taxe sur le kérosène des avions? Et donc en fait, ce qui est intéressant avec un préférendum, c'est que ça peut permettre sur des questions comme ça de politique publique de vraiment établir en fait une photographie de l'opinion assez claire sur ces questions données. Et donc à la fois sur des questions d'aménagement du territoire, donc par exemple on le voit dans le cas de Notre-Dame-des-Landes qui a été quand même qui a créé énormément de crispation. On n'est pas dans une question piège pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, mais plutôt sur les propositions d'aménagement du territoire qui pourraient être justement évaluées par une population donnée. Donc à la fois au niveau national et à la fois au niveau local, on voit bien que le préférendum peut-être pertinent. D'ailleurs, on vient de sortir aujourd'hui avec Rida et Chloé une tribune dans AOC sur cette question, puisque la question du référendum monte notamment à travers le référendum d'initiative partagée, etc. Donc pour ce qui est de l'opinion publique, on a commencé à monter par rapport aux propositions aussi également, et en fait on voit là, dans le cadre des expérimentations, qu'il y a de plus en plus d'expérimentations qui sont faites au jugement majoritaire sur plein d'échelles différentes. Donc à la fois dans le cadre des municipales, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, par exemple, dans le cadre des municipales, il y ait des listes citoyennes qui puissent choisir au jugement majoritaire. Donc, on pourrait se dire que, justement, les têtes de liste seraient choisies au jugement majoritaire. En fait, ça commence à être déjà un petit peu le cas. Par exemple, à Lyon, il y a un collectif qui s'appelle Lyon en commun, qui a commencé à évaluer des solutions pour leur ville et établir des priorités avec le jugement majoritaire.
On a aussi Orléans qui ont décidé de choisir leur liste au jugement majoritaire pour les municipales, l'archipel citoyen à Toulouse, et pas mal en fait de personnes aussi qui commencent à prendre contact avec nous parce que l'idée du collectif c'est d'accompagner aussi toutes les personnes qui auraient besoin d'aide pour établir un scrutin au jugement majoritaire parce que c'est pas forcément évident, on ne connaît pas forcément les applications. On pourra vous parler ensuite avec Frida de plusieurs applications qui ont été mises en place en fait pour établir des votes au jugement majoritaire. Voilà, des logiciels. Donc par exemple il y a jugementmajoritaire.net qui est très simple d'utilisation et d'ailleurs Mieux Voter est en train de mettre en place en fait avec des développeurs, parce qu'on a beaucoup de développeurs dans l'association, une plateforme de vote open source gratuite et sécurisée pour permettre à n'importe qui de faire un vote au jugement majoritaire. Donc elle sera à disposition de tous. Nos objectifs, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, de très démocratique. On est apolitique, on est transpartisan et on veut simplement faire évoluer la démocratie à travers ce nouveau mode de scrutin. Comment? Ah oui, alors, pardon, non mais je sais pas, il y a tellement de choses. Alors oui, il y a donc le Brexit. On a également, bon, sur la question du Brexit, on a bien vu qu'il y avait en fait une infinité, enfin en tout cas plusieurs options à travers le Brexit et que par exemple les partisans du Brexit n'étaient pas forcément partisans du même type de Brexit. Et donc ils pouvaient être partisans d'un Brexit soft ou d'un Brexit hard. Et donc dans la question du Brexit, on voit bien aussi justement la pertinence du jugement majoritaire dans cette possibilité de nuancer son opinion et ensuite de pouvoir trouver une sortie de crise, parce qu'on va dire que justement la crise du Brexit dure et dure et dure. Je te laisse reprendre la main parce que c'est vous qui avez analysé avec je peux montrer. Chloé, ça montre, le Brexit, ça montre tout à fait l'archaïsme d'utiliser juste une question binaire, rester dans l'Europe ou sortir, sans préciser alors comment sortir de l'Europe. Donc on a agrégé, on a sommé, les gens qui sont pour union douanière, plus les gens qui sont pour hard Brexit, plus les gens qui sont pour union douanière et rester dans le marché commun. Tous ces gens, mais ils voulaient sortir de l'Europe, on a pris tous ces gens, on les a rajoutés ensemble et on a gagné à 52%. Et après on s'est dit maintenant on va décider. Et on se rend compte qu'ici il n'y a pas d'option qui est majoritaire et ils n'utilisent pas. Donc et même dans la Chambre des communes, ils ont du mal à, sachant que j'ai des contacts qui sont dans la Chambre des communes en Angleterre qui essaient de les aider à décider, leur logique binaire, faisons une option, regardons qui est pour, qui est contre. Et donc pour chacune a été rejetée par une majorité relative, parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent aussi. Et ces gens-là, ils sont aussi importants. Donc, je vais vous montrer un graphique peut-être qui est intéressant. Donc, j'ai écrit quelques articles sur le Brexit en Angleterre. Donc, cette personne qui s'appelle Ian Mackie, qui est à l'Académie des sciences en Angleterre, en Political Science, qui utilise le jugement majoritaire pour élire les... Mince. Pardon. Je vais vous montrer un peu. Donc, je vais montrer. Je peux vous montrer aussi le résultat du sondage. Donc, ça s'est éteint ou... Là, je vais vous montrer un. Donc là j'ai pris le vote de calculer. Je vais vous montrer un sondage qu'on a. Pas un sondage, mais le résultat d'un vote dans la Chambre des communes en utilisant le jugement majoritaire, mais en interprétant comme si c'était le jugement majoritaire avec 3 mensonges. Ça va vous éclairer peut-être. Oui, juste une question, quand vous dites que vous appliquez sur la mairie du maire, il a le droit de décider comment se déroule un scrutin? Pourquoi pas? Non. On a le droit des expérimentations locales. En tout cas, l'idée du jugement majoritaire, c'est qu'on pourrait le décliner au niveau local, au niveau des députés, au niveau régional, national. Oui, mais pour l'instant, quand l'expérimentation fait un maire, là, il ne peut pas décider de... Non, mais si on veut faire un conseil municipal des jeunes, un conseil de quartier, il peut dire on expérimente et on fait ce scrutin du jugement majoritaire. Ça, on a le droit. Mais sinon, après, il faut passer par la loi. Là, je montre un article. Et ça, c'est un résultat qu'on a calculé par rapport au Brexit. Donc, si on prend la Chambre des communes,
et dans laquelle, donc là il y a 8 options qu'ils ont volées à la Chambre des communes, et je rajoute à ça, ils n'ont pas voté, je rajoute à ça, il y a un jour, si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, ils ont voté 8 options pour voir un peu autre que l'accord de Theresa May qui est ici, le 7e ici, et l'idée c'était de voir, chacun pouvait se prononcer pour ou contre, n'est-ce pas? Et vous avez tous entendu qu'une majorité des gens étaient contre, mais en fait, il y avait aussi des gens qui s'abstenaient. Et le nombre d'abstentionnistes changeait par rapport elle n'était pas le même, dépendant des options. Donc, chacune des options, comme par exemple Theresa May, il y a très peu d'abstention ici, pour l'accord de Theresa May. Par contre, les autres, il y a beaucoup de gens qui j'interprète ça comme ni oui ni non. Donc, si on interprète ça comme 3 motions, oui, non, et ni oui ni non, et on regarde et on fait le calcul avec les gens majoritaires, là c'est la médiane, la motion majoritaire là. Donc on voit que ces options-là sont non, vraiment, et on voit l'accord de Theresa May qui est là, et on voit le no deal qui est là. Donc ça, c'est les 2 options que May essaie d'imposer en disant on n'a pas le choix, et c'est ou ça, ou c'est le no deal. Mais en fait, on voit que les autres options, dans la Chambre des communes, étaient beaucoup mieux évaluées, en particulier l'union douanière permettant, c'est ça, c'est l'union douanière qui est la première, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le marché 2.0, c'est presque le marché unique, mais avec quelques aménagements. Donc, j'ai pas. Si vous allez sur. Donc, je vais. Ce que je vous suggère, c'est de. On pourra faire suivre les articles. Donc, si vous êtes intéressé, il y a aussi un autre article dans lequel il y a un sondage où on a demandé aux gens ce qu'ils pensent de 4 options. La première, l'option avec celle-là, Theresa May et no deal. Où ils se prononcent avec très pour, neutre, très contre, très contre. D'accord? Donc, si on regarde ça et on voit les 2 qui arrivent premiers, c'est ces 2-là encore. Donc il y a un sondage, plus cette interprétation du vote de la Chambre des communes qui laisse entendre que l'agreement ne devrait pas être entre là et là, mais entre ces 2 trucs qui sont. Et donc ça, c'est l'interprétation qu'on donne à ça. Juste pour dire que l'Angleterre aussi, ils ont des problèmes. Les États-Unis, je peux montrer aussi peut-être un autre exemple, après on peut arrêter là, peut-être les exemples. Je peux commencer à l'élection des On arrête là? Non, c'est bien, il faut illustrer, c'est bien. Donc je vais donner votre question. Un autre exemple qui est, je reviens en arrière, pardon, je vais commencer là. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait par Pew Research Center aux États-Unis, avant l'élection, pendant la primaire américaine de l'élection de Trump, mais avant la fin des primaires démocrates et républicaines. Donc Pew Research Center, qui ne connaît rien sur le genre majoritaire, il a juste posé une question pour savoir ce que pensent les gens. Il a dit, regardless of who you currently support, I'd like to know what kind of president you think each of the following would be. Indépendamment de qui vous supportez réellement, je voudrais savoir quel genre de président vous pensez que chacun de ces candidats serait. Et après, ils ont donné un langage commun. Great, good, average, poor, terrible. Okay? C'est presque les mentions du genre majoritaire, mais en anglais, américain. Okay? Donc là, en Angleterre, ça passe pas ça, parce que je voulais mettre ça, mais on m'a dit non, on ne dit jamais great en Angleterre. Donc, on dit excellence, mais great, non. Terrible non plus. On voit bien qu'il y a des mots qui passent aux États-Unis par en France. En tout cas, ça, c'est la première chose à regarder. La deuxième chose qui est intéressante, là, il y a les cinq candidats. Il y a trois qui sont les républicains qui étaient encore en liste à cette époque. John Kasich, il y a Ted Cruz et Donald Trump. Et en même temps, il y avait les 2 démocrates qui étaient Bernie Sanders et Hillary Clinton. Okay? Et vous voyez que quand on regarde la distribution des mentions, le profit des mérites de chacun d'eux, Hillary et Donald Trump, ils ont chacun 30 ou 44% de terrible, de rejet si on veut. Et donc quand on regarde les classements, on voit que les 2 premiers, selon les Américains, c'était pas Clinton et Trump, c'était Kasich et Sanders. C'est les 2 derniers en fait, Clinton et Trump. Le système américain, il a pris 2 primaires, donc ils ont dit là-bas, parce que peut-être qu'ils avaient les mêmes problèmes qu'en France avant, où les dispersions des voix à gauche, à droite, ils ont dit ok, faisons les primaires, sélectionnons le meilleur candidat de chaque parti et allons-y à l'élection. Ça ne va pas forcément sélectionner le meilleur candidat, on voit bien l'élection socialiste et en France. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sélectionné le gars le plus à gauche chez le PS, le plus à droite chez les Républicains, et on a laissé un boulevard à Macron qui a gagné l'élection.
Donc donc ce qui est intéressant, c'est que le Pew Research Center a continué à faire ce sondage jusqu'à l'élection en janvier, mars, août et octobre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une stabilité incroyable des distributions. Les gens n'ont pas changé d'avis sur aucun des candidats. Il y avait les affaires de Hillary Clinton, il y avait ses emails, il y avait les problèmes sexuels de Donald Trump, ce que vous voulez, mais ça n'a pas changé les distributions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on regarde quand on demande aux gens pour qui vous allez voter, on a un mouvement brownien qui va de l'un à l'autre, dépendant de ce qu'on a vu la veille. Mais ces gens-là, en fait, on a demandé à des gens qui sont indifférents entre les deux, qui n'aiment ni l'un ni l'autre, ou qui pensent que l'un est insuffisant, l'autre est à rejeter, de choisir un des deux. Et donc ces gens-là, ils sont indifférents, ils aiment ni l'un ni l'autre, mais après ils se disent bon ok, je vais voter. Et s'ils veulent vraiment rejeter le système, ils vont voter pour Trump, c'est parce que c'est lui l'anti-système, c'est pas Clinton de toute façon. Donc on voit bien le danger d'avoir les systèmes actuels qui sont nos systèmes de vote actuels, binaires, même avec deux candidats qui vont être manipulés très facilement, alors que si on avait des mentions, ça va être beaucoup plus stable et beaucoup meilleur. Ça c'est mon interprétation de cette stabilité. Bon, voilà, et d'ailleurs j'ai regardé pour le Brexit les mentions qui sont les résultats, donc ils ont fait aussi ce sondage plusieurs fois, et c'est pareil, c'est assez stable dans le temps. Donc ça, bien sûr, si on veut vérifier ce genre de choses, il faudrait qu'on passe sur plusieurs sondages, regarder plusieurs fois, mais c'est quand même assez intéressant, c'est frappant, parce que ces élections, il y avait tellement de rebondissements, on pense que les gens changent d'avis tout le temps, mais en fait c'était assez stable durant toute l'élection. Ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Donc qu'est-ce que je peux dire en plus? Je vais peut-être arrêter là et vous laisser poser des questions peut-être, et après si les autres slides peuvent répondre à des questions qui sont saunées. Ah oui, c'est peut-être juste pour terminer sur une chose par rapport au contexte actuel et au grand débat, en fait, le jugement majoritaire a été en fait pas mal énoncé pendant le grand débat, à la fois pendant les débats en présentiel, mais aussi en ligne, puisqu'on a dénoté en fait plus de 200 propositions en faveur du jugement majoritaire, si on cumule à la fois les propositions faites sur le site Le Grand Débat et à la fois... alors un tout petit peu je crois que vers la fin c'était plutôt vers 170. Quand j'ai fait cet article, je suis allé regarder, parce que j'ai donné le chiffre de combien il y avait, l'article d'avant. D'accord. En février, il y avait 197. D'accord. Et sur le site du Vrai Débat, aussi, donc le site qui avait été mis en place par les Gilets jaunes, il y avait une soixantaine de propositions aussi en faveur du jugement majoritaire. Et en fait, on comprend bien pourquoi ça résonne aujourd'hui, parce qu'on est dans un moment où la demande de participation démocratique n'a jamais été aussi forte, et qu'on voit bien que l'une des choses qui ressort du grand débat, malgré sa représentativité qui est contestée, c'est quand même cette reconnaissance du vote blanc. Et qu'en fait, le jugement majoritaire permet une reconnaissance du vote blanc, puisque voter blanc, en fait, c'est mettre à rejeter ou insuffisant à tous les candidats, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Et une dernière chose, c'est qu'avec le jugement majoritaire, le pouvoir revient aux électeurs, parce qu'en fait, s'il y a une majorité de à rejeter ou d'insuffisant sur tous les candidats, on réorganise une élection. C'est une façon d'utiliser, ça c'est une proposition qu'on pense raisonnable. Imaginons que tous les candidats sont rejetés, que faire? On ne va quand même pas élire un candidat qui est rejeté par une majorité des électeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refaire l'élection avec de nouveaux candidats. Donc c'est une révolution démocratique, on n'a pas besoin d'aller casser quoi que ce soit. On va voter le jour de l'élection, on dit non à tout le monde et on recommence. On peut tout à fait adopter si on met en place du jugement majoritaire, on peut tout à fait avoir cette règle en plus. C'est vrai. Ça plaît aux électeurs. Non, ça plaît, c'est vraiment, moi, en tant qu'élu local, on sent ça plaît aux électeurs de pouvoir dire non à tout le monde, à rejeter à tout le monde, ou quelque chose de bas, parce qu'ils se reconnaissent en personne. Ils me le disent très, très régulièrement. Juste un mot, je ne l'ai pas dit en introduction, mais prenez les élections législatives françaises de juin 2017. Vous savez combien il y a eu de participation en France? Législative 43%. 70% des abstentions chez les jeunes. Ouais. Donc, vous avez 57% des Français qui sont abstenus pour nos 577 députés. Vous ajoutez à ça qu'un député gagne à 55-45 au deuxième tour ou 60-40%. Vous voyez par qui il est élu? Par 20-25% des citoyens en âge de voter. Il faut ajouter aussi les votes blancs et nuls. C'est colossal. Donc, moi, dans ma région, il y a eu 48% de participation au premier tour en décembre 2015. On fait 25% au premier tour, vous voyez ce qu'on représente. Malheureusement, ça veut dire qu'on représente 12% des citoyens. 12% des citoyens qui ont
qu'il y a un vrai sujet démocratique et donc politique. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'interroge et qu'on fasse avancer. On vous laisse la parole. Vous avez des questions? Oui, au fond. Juste une lettre, vous me voyez. N'hésitez pas à vous présenter. Moi, je m'appelle Julien Berézy, je pense c'est Alain Bernard, je pense que vous connaissez, sur la radio, qui m'a bien l'invitation. Oui, Alain Bernard, en fait, parce que j'ai fait une expérimentation, moi, cette année, avec ma classe, justement, notamment pour lire les délégués, on les avait vus selon le jugement majoritaire. Donc, je vous remercie pour ce mode de scrutin. J'avais des questions, j'en avais deux. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, très bien passé. On avait fait une première élection de. Je ne sais pas si je rentre dans les détails, je ne sais pas si ça va presque les foudres. Moi, je suis intéressé. Alors, en gros, la première élection, on a dû faire 2 élections de délégués. La première fois, on a voté en utilisant 5 modes de scrutin. Parce que j'avais un projet avec une collègue d'histoire autour de ça, autour des élections et des modes de scrutin. Donc, on avait fait Borda, Condorcet, par approbation. Enfin, j'ai vu les 5 modes de scrutin. On a vu comme ça 4 délégués qui avaient été élus. Et ensuite, on a eu un démissionnaire. Et au moment où le démissionnaire, pour remplacer le démissionnaire, on était dessus. Bref, donc moi, les questions que j'avais, j'en avais plusieurs. La première, c'était sur le vote blanc. Alors, vous y avez répondu partiellement. Ça soulève des interrogations pour moi, quand même, parce que le vote blanc, quand on dit vote blanc de plein exercice dans le cadre d'un scrutin à 2 tours ou à 1 tour, ça veut dire que si ça arrive en tête, l'élection doit être refaite. Mais du coup, c'est pas tout à fait pareil que si vous dites il faut que la mention à rejeter soit majoritaire. C'est beaucoup plus contraignant ce que vous dites finalement que. Donc, pour moi, il y a deux. Quand quelqu'un vote blanc, en ce moment, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut rejeter tout le monde, et dans ce cas, c'est comptabilisé comme un rejeté, ou est-ce qu'il veut s'abstenir parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a aucune idée, ou il n'a pas envie de participer à la décision. Dans ce cas, il vote. Dans ce cas, le vote blanc deviendra vraiment un vote blanc. Ça peut être sans opinion, on peut rajouter une case sans opinion. Donc, il faut distinguer entre les différents votes blancs. Et ajouter un candidat qui serait un candidat Monsieur Blanc, justement, ça vous l'avez envisagé ou pas du tout? Je ne vois pas ça. Moi, je vois ça comme. C'est presque ça où je dirais si tout le monde est rejeté, il n'y a pas d'élu. Est-ce qu'on va juger un monsieur blanc est très bien, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est si tous les candidats ont la mention majoritaire, insuffisant ou à rejeter. Voilà, donc c'est déjà, donc c'est pas juste à rejeter, c'est insuffisant. Non. Ça dépend si on met la barrière, je pense que ça devrait la rejeter. Maintenant, les mecs qui disent non, mais même insuffisant, ça ne devrait pas être élu. Donc après, c'est une question politique, c'est une question que je ne peux pas trancher moi. C'est quelque chose qui va se décider par une assemblée. Toi, tu dis la partie rouge à gauche serait très rouge. Si ça dépasse, si par exemple dans le principe, 50%. c'est ça, si la partie rouge est les 50% pour tout le monde, donc ça veut dire que tout le monde est rejeté par une majorité. Ça paraît. La mention majoritaire. Ça arrive en fait, ce genre de choses. Alors imaginez que vous êtes dans un pays dictatorial et il n'y a qu'un seul candidat, vous utilisez le jeu majoritaire et il est rejeté par 90%, il ne va pas être élu. C'est un exemple, mais imaginez aux États-Unis, il y a 2 candidats. Cette reconnaissance du vote blanc, finalement, elle est moins forte que dans le cas d'un jugement majoritaire. Parce que moi je crois que le vote blanc devrait être blanc s'il est blanc, et s'il n'est pas blanc, s'il est à rejeter, il doit être comptabilisé. Donc il faut savoir, en posant la question, qu'on ne peut pas savoir comme ça, on ne peut pas deviner que c'est un vote blanc avec. Non, mais je suis d'accord que ça mesure mieux les opinions des électeurs, c'est ça. Mais surtout, ça donne la légitimité de chacun des candidats. Donc si on voit ça, on peut en discuter parce que ça, ce qui n'est pas dit dans le scrutin, c'est comment les candidats arrivent sur le bulletin de vote. C'est-à-dire qu'il y a toute la question du choix des candidats avant, en amont. Oui. Donc si on met cette règle, aucun parti politique n'a intérêt à mettre un candidat rejeté par une majorité. Sinon il va perdre l'élection de toute façon, il ne va pas être élu. Donc ils ont intérêt à mettre des gens au moins acceptables. Donc ça change complètement le jeu. On ne va pas mettre quelqu'un qui peut avoir 25% au premier tour, donc il peut être au second tour, après on va voir ce qui va se passer. Parce que maintenant c'est un peu ça. Dès que quelqu'un croit qu'il a la possibilité de passer 20%, il va se présenter. Donc même si 80% ne le veulent pas, donc c'est pas grave. Hollande voulait se représenter d'ailleurs, à un moment donné il a envisagé, même s'il était rejeté, et donc Sarkozy voulait revenir parce qu'il a une base électorale qui lui permet peut-être de passer au second tour, et tout le monde espère être contre Le Pen et gagner. Donc ce jeu, on va l'éliminer tout de suite avec ce genre de choses. Par rapport à votre dernière question, monsieur, les barrières à l'entrée en France sont, pour être candidat présidentiel, président de la République, c'est 500 signatures de maires ou d'élus locaux. Pour être candidat à la mairie, la barrière à l'entrée, c'est avoir habité
habiter à la commune, avoir plus de 18 ans, jouer de sa loi civique, ainsi de suite, faire des listes. Et Donc, détecter, tu peux habiter où tu veux, tu peux habiter Montpellier, te présenter en Seine-et-Marne, hein, fondamentalement tu as le droit. Alors, je ne voulais pas discuter de ça, hein, c'était Ah, d'accord, c'est ça. Ah, il y avait une question alors, c'était quoi la question? J'avais deux autres questions qui sont. Alors, il y en a une, c'est juste techniquement, est-ce que votre mode de scrutin délie le vainqueur de Condorcet lorsqu'il existe? Non. Ah, Et aucun mode, non, c'est pas un problème. C'est vrai? Aucun mode de scrutin basé sur l'évaluation, que ce soit le vote par assentiment, le vote par note, ou le vote, tous les modes de scrutin basés sur l'évaluation avec une échelle. C'est un théorème ici, et je peux vous donner des exemples pour chaque mode de scrutin, ne vont pas élire le candidat de Condorcet. La question c'est, est-ce que c'est nécessairement bon d'élire le candidat de Condorcet? C'est ça la question. Oui, exactement. Et donc moi je dis non. Par exemple, si vous avez, nous mettons en jeu deux candidats. Donc ça, c'est-à-dire vous partez du principe que s'il y a deux candidats, celui qui gagne à la majorité, c'est celui qui doit être élu. Bon, là, Pas forcément, parce qu'on peut tout à fait avoir que